En mai 2021, Lord John Dyson, ancien juge de la Cour suprême britannique, publiait un rapport explosif mettant en lumière les graves manquements de la chaîne de télévision BBC, mais surtout de son journaliste de l'époque, Martin Bashir, qui, toujours selon ce rapport, aurait manipulé la princesse Diana ainsi que son frère Charles Spencer en leur présentant de faux documents, leur faisant croire que la princesse était l'objet d'une surveillance des services secrets britanniques pour le compte de la famille royale. Une manipulation qui conduira la princesse Diana, très perturbée par ces prétendues preuves, à accepter la demande d'interview du journaliste et qui fut diffusée le 20 novembre 1995. Cette interview fera l'effet d'une bombe, conduisant la reine Elisabeth II à finalement accepter que la séparation du couple rendue publique quelques années plus tôt se transforme finalement en divorce. Le rapport de Lord Dyson met également en cause le journaliste pour ses méthodes trompeuses, sans aucune déontologie, et qui a profité des faiblesses psychologiques de la princesse Diana pour obtenir son interview. Des méthodes couvertes à l'époque par la BBC. Je suis d'avis que la manière trompeuse dont l'interview a été obtenue a considérablement influencé ce que ma mère a dit. L'interview a été une contribution majeure à l'aggravation de la relation de mes parents et a depuis blessé d'innombrables autres personnes. Mais ce qui m'attriste le plus, c'est que si la BBC avait correctement enquêté sur les plaintes et préoccupations soulevées pour la première fois en 1995, ma mère aurait su qu'elle avait été trompée. Alors bien évidemment, on ne peut que faire le parallèle avec une autre interview du journaliste Martin Bashir qui a elle aussi été à l'origine de la chute d'une icône, à savoir Michael Jackson. Diffusé pour la première fois le 3 février 2003 sur la chaîne britannique ITV, le documentaire Living with Michael Jackson a été le point de départ d'une série d'événements qui finiront de le précipiter vers le mur 6 ans plus tard. Et devant ces similitudes, on ne peut que se poser la question, Michael Jackson a-t-il lui aussi été manipulé par Martin Bashir ? Salut les fans, aujourd'hui on va s'intéresser à une période très sombre de la vie de Michael Jackson. Une période que je n'affectionne pas particulièrement, mais qu'il est intéressant d'aborder pour comprendre les mécanismes qui ont conduit à sa chute le 25 juin 2009. Car même si sa pente descendante a commencé avec l'enregistrement de l'album Invincible, c'est-à-dire à la toute fin des années 90, début des années 2000, le documentaire de Martin Bashir a clairement été un accélérateur dont les conséquences n'auront de cesse de dégrader la santé physique, mentale et financière de Michael Jackson. Mais avant de commencer, je vais vous faire un rapide résumé de la situation de Michael Jackson à cette époque. Le 30 octobre 2001, après avoir été maintes fois repoussé, l'album Invincible arrivait dans les bacs. Un album enregistré dans la douleur, tant Michael Jackson fit traîner les sessions d'enregistrement, cumulant ainsi une ardoise de 30 millions de dollars. Une somme plus importante que pour n'importe quels autres de ses albums et qui fut réglée par sa maison de disques Sony Music. Mais cette fois, la maison de disques avait changé les règles. Lassé de devoir sans cesse avancer des millions de dollars pour participer au train de vie dispendieux de son artiste phare, les dirigeants de Sony avaient posé la condition que les frais d'enregistrement allaient d'abord être imputés à Michael Jackson avant qu'il ne commence à toucher des royalties. Il ne s'était donc pas attelé à le presser de terminer son album, car plus l'enregistrement s'éternisait, plus l'ardoise grossissait et moins Michael Jackson n'avait de chance de toucher ses royalties, l'enfonçant un peu plus chaque jour dans une situation financière très préoccupante. Car depuis des années, Sony Music convoitait les parts de Michael Jackson dans un des plus prolifiques catalogues d'édition musicale baptisé Sony ATV. Un catalogue qu'il avait acquis à l'origine en 1985 et qu'il avait fusionné avec Sony au milieu des années 90, lui permettant à la fois de devenir un acteur majeur dans l'édition musicale, mais créant aussi une dépendance avec son label. Ce poids important acquis au sein de la maison de disques dérangeait beaucoup de personnes et tous les moyens étaient désormais bons pour forcer Michael Jackson à revendre ses parts. Son endettement était donc encouragé et pour couronner le tout, ses relations avec Tommy Mottola, le président de Sony Music,
s'était fortement dégradé suite aux premières écoutes des maquettes destinées à l'album Invincible. Mottola avait signifié à Michael Jackson qu'il n'appréciait pas ce qu'il avait écouté et lui demanda de retourner en studio et de revoir sa copie. Une véritable gifle et une humiliation pour Michael, qui alors même que l'enregistrement d'Invincible n'était pas encore fini, signifia à Sony Music son intention de les quitter après la sortie de ce dernier album. Une décision très lourde de conséquences qui finit par refermer le piège sur lui. Car la promotion fut très vite stoppée et sabordée après seulement 2 singles et un minimum syndical de la part de Sony qui put se rembourser ses 30 millions de dollars, ne laissant à Michael Jackson que quelques miettes. Le conflit avec Sony Music éclata donc au grand jour et Michael se lança dans une cabale envers sa maison de disques, mais sans succès. Endetté comme jamais et noyé dans ses médicaments, Michael Jackson avait alors entamé une descente aux enfers, mais il tenta tout de même de refaire surface avec un projet de documentaire dans lequel il comptait se dévoiler. Et c'est visiblement Michael Jackson qui a eu l'idée de ce documentaire. C'est en tout cas ce qu'affirme l'homme qui a une place centrale et déterminante dans cette histoire, Uri Geller. Un personnage fantasque, animateur de télévision dans les années 70 et qui prétendait avoir des capacités de télépathie et de psychokinésie en tordant par exemple des petites cuillères juste par la pensée. Geller avait rencontré Michael Jackson en 1999 à New York par l'intermédiaire de Mohamed Al-Fayed, richissime homme d'affaires et propriétaire du magasin Harrods à Londres, et dont le fils Dodi Al-Fayed décédera avec la princesse Diana dans le fameux accident de voiture en août 1997 à Paris. Ils sont devenus amis et ont commencé à les voir régulièrement ensemble, au point que Geller semblait avoir de plus en plus d'influence sur Michael Jackson. C'est d'ailleurs lui qui présenta à Michael le rabbin Shmuley Boteck, qui deviendra une sorte de conseiller spirituel et avec qui il fondera en 2000 l'initiative Time with Kids, qui deviendra quelques mois plus tard la fondation Heal the Kids, une fondation visant à inciter les parents à passer plus de temps avec leurs enfants. Une fondation qui sera fermée par les autorités en 2004, car elle avait environ 700 000 $ de dons, mais presque autant de frais de fonctionnement, dont 200 000 $ réclamés par le rabbin, juste pour gérer la fondation. Et au final, très peu de fonds seront alloués à des actions. Le rabbin Boteck exploitera également ces discussions et les confidences de Michael Jackson dans un livre publié en 2009, juste après sa mort. Une belle manière de capitaliser sur son amitié. Enfin, tout ça pour dire que Geller avait une place centrale dans l'entourage de Michael Jackson et que c'est pour cette raison que, selon lui, Michael lui confia le soin de trouver le journaliste qui pourrait réaliser un documentaire sur sa vie. Quelques noms furent envisagés, notamment parmi eux le journaliste David Frost, mais aucun contact sérieux ne fut établi. Et c'est alors qu'un autre journaliste qui avait eu vent de ce projet de documentaire tenta sa chance, Martin Bashir. Journaliste britannique ayant rejoint la chaîne BBC en 1986, Martin Bashir connut son heure de gloire quand il obtint une interview explosive de Lady Diana, diffusée en novembre 1995 dans le cadre de l'émission Panorama. Une interview durant laquelle il réussit à obtenir des confessions ahurissantes d'une princesse parlant sans filtre et sans aucune retenue. Mais au moment où Martin Bashir tenta d'entrer en contact avec Uri Geller pour approcher Michael Jackson, personne ne savait encore que le journaliste avait utilisé de faux documents pour influencer la princesse de Galles afin de recueillir son témoignage. Bien qu'il est difficile d'établir avec certitude le déroulé des événements, il semble certain que Martin Bashir, par l'intermédiaire d'un de ses producteurs, avait d'abord tenté sa chance auprès du rabbin Boteck pour que ce dernier le mette en contact avec Michael Jackson. Mais Boteck n'avait visiblement pas donné suite et aurait même déconseillé à Michael le choix de Bashir pour un documentaire. L'un des producteurs de Martin Bashir m'avait contacté vers 2000 pour me proposer un documentaire sur la vie de Michael. J'en ai parlé à Michael et lui ai fortement conseillé de refuser. Votre vie n'est pas prête à être ouverte au public.
Mais Martin Bashir ne se découragea pas et essaya de passer par l'intermédiaire de Mark Borkowski, un publiciste anglais spécialisé dans les relations publiques et qui avait été engagé par le staff de Michael Jackson pour gérer les relations avec la presse anglaise lors de sa venue à l'université d'Oxford en janvier 2001 dans le cadre de la fondation Heal the Kids. Mais Borkowski jeta assez vite l'éponge car selon lui, l'entourage de Michael l'empêchait d'avoir directement accès à lui et ses conditions de travail ne lui convenaient pas. Quoi qu'il en soit, Bashir entra en contact avec Borkowski, toujours dans l'optique de pouvoir atteindre Michael Jackson. Mais Mark Borkowski déclarera plus tard dans la presse que son premier contact avec Martin Bashir ne l'avait pas convaincu, car d'après lui, je paraphrase ses mots, il pensait que Bashir n'était pas sincère et qu'il avait une idée derrière la tête. Pourtant, le journaliste insistera de nouveau auprès de Borkowski et un rendez-vous fut donc organisé entre les deux hommes. Durant cet entretien, Martin Bashir tentera une nouvelle fois de le convaincre, avec cette fois un élément matériel. Il a dit « Regardez ce que j'ai fait avec Diana, c'est devenu un grand événement et elle est très contente. » Et à ce moment-là, il a sorti une lettre. Elle était signée par Diana et je l'ai lue et c'était un éloge complet de l'entretien. Ça ne m'a pas convaincu et je l'ai tenu à distance. Lui non plus ne donnera pas suite aux sollicitations du journaliste et tout comme le rabbin Botek, il donnera un avis défavorable sur le fait de le choisir pour réaliser ce documentaire. Mais ce témoignage donne tout de même un élément important. L'utilisation d'une lettre censée avoir été écrite par Lady Diana et dans laquelle elle remerciait le journaliste pour son travail. Et ce n'est pas sans rappeler la méthode utilisée par Martin Bashir pour tenter de convaincre la princesse de lui accorder cette interview, avec cette fois l'utilisation de documents qui se sont avérés être des faux. Bien entendu, rien ne prouve que la lettre présentée à Borkowski était une fausse, mais ce qui est intéressant, c'est la similitude dans le procédé. Mais là encore, Martin Bashir n'abandonnera toujours pas ses tentatives pour rapprocher Michael Jackson et il tenta alors sa chance auprès de la personne qui, à ce moment-là, avait pris beaucoup de place dans l'entourage de Michael au point d'avoir un certain contrôle sur son accès, Uri Geller. À cette époque, Uri Geller avait une grande influence sur lui et il s'était arrangé pour le suivre autant que possible pour maintenir une certaine emprise. Visiblement très heureux de pouvoir profiter de sa couverture médiatique. Il fut donc contacté une première fois par Martin Bashir, un premier contact durant lequel Geller aurait appelé un ami commun qu'il avait avec Michael, l'auteur anglais Jonathan Margolis. Il lui expliqua que Martin Bashir demandait à avoir le numéro de Michael Jackson pour entrer en contact avec lui et il voulait avoir son avis pour savoir s'il devait le donner ou pas. Pour le convaincre, le journaliste aurait même proposé de faire un don de 50 000 livres sterling à une association caritative en échange. Margolis répondit qu'il n'y voyait aucun mal et Geller aurait donc donné le numéro de téléphone à Martin Bashir. Mais visiblement, le journaliste, bien qu'en possession du numéro de Michael Jackson, ne put entrer en contact avec lui car, toujours selon Jonathan Margolis, environ un an plus tard, au début de l'année 2002, Bashir reprit contact avec Uri Geller pour lui demander de l'aider à organiser une rencontre avec Michael. Cependant, Bashir niait avoir proposé de faire un don à une association caritative un an plus tôt et Geller, surpris par ce revirement, refusa donc de jouer les intermédiaires. Un refus qui entraîna une réaction inattendue du journaliste, qui aurait alors sorti la fameuse lettre supposée de Lady Diana comme preuve de son bon travail, éclatant en sanglots et prétextant avoir besoin de faire ce documentaire pour se sortir d'une mauvaise situation financière. J'ai rencontré Martin Bashir et j'ai ressenti un malaise. J'ai de très gros regrets. Si j'avais su à l'époque les controverses qui font rage autour de Martin Bashir et de la BBC, je n'aurais jamais présenté Michael à Martin Bashir. Pourtant, bien qu'il déclare aujourd'hui avoir ressenti un malaise et qu'il sentait que Bashir n'était pas totalement honnête et sincère dans ses intentions, je le cite encore en disant ça, c'est bien Uri Geller qui finit par organiser une rencontre entre Michael Jackson et Martin Bashir. Car à cette époque, en 2002, il semblait avoir un regard bien différent sur le journaliste. Voici par exemple un extrait d'une interview qu'il a accordée à Louis Theroux,
un journaliste anglais réputé pour ses reportages racoleurs et qui tentait lui aussi d'obtenir une interview de Michael Jackson à la même époque. Faute d'avoir réussi, il avait fini par interviewer Uri Geller. Nous avons appelé pour vous interviewer en amont de l'événement, tu te souviens? Et tu as dit non. Je t'ai dit non? Et tu veux savoir pourquoi je t'ai dit non? Avec toi, il y aura toujours ce soupçon que tu vas transformer cela en quelque chose pour ridiculiser Michael. Je pense qu'il a été tellement blessé par la presse, par la télévision, qu'il est très réticent à s'ouvrir et à inviter une équipe de tournage dans sa propre maison, même si j'ai organisé une interview avec lui pour ITV, parce que concernant un journaliste d'ITV en particulier, j'ai estimé qu'il avait la crédibilité nécessaire et qu'il était honnête dans ce qu'il disait. Je ne dis pas que tu n'es pas honnête. Est-ce qu'il s'agit de l'interview de Martin Bashir? Ils ont commencé les entretiens avec Michael. C'est un scoop fantastique pour ITV. Il n'y a pas beaucoup de caméras qui sont allées à Neverland. Dans cet extrait, on constate que Uri Geller n'avait alors aucun doute sur les qualités de Martin Bashir et que c'est bien lui qui est à l'origine de la rencontre entre Michael Jackson et le journaliste à Londres au printemps 2002. Dieter Weissner, le manager de Michael Jackson à cette époque, dira dans son livre que Uri Geller aurait activement fait pression sur Michael pour qu'il accepte la proposition de Martin Bashir de lui accorder cette interview. Une pression qui finit enfin par déboucher sur un rendez-vous durant lequel Bashir put déployer toute sa palette d'arguments ainsi que sa fameuse lettre pour tenter de convaincre Michael de lui accorder la réalisation de ce documentaire. En fin de compte, je me demande si sa véritable compétence est celle de quelqu'un qui aurait pu être psychologue. Il semble vraiment être quelqu'un qui est capable d'entrer dans la tête des gens et d'obtenir leur confiance. Mal entouré, mal conseillé, influencé par son ancienne amitié avec Diana et n'ayant plus personne pour le conseiller correctement sur sa communication, Michael accepta et conclut un accord avec Martin Bashir et Granada Productions pour un tournage qui débuta en mai 2002 pour se terminer 8 mois plus tard. 8 mois durant lesquels Martin Bashir interviewa plusieurs fois Michael, mais globalement loin, très loin des sujets artistiques. Lors de la première interview que j'ai faite avec lui, je lui ai demandé si son père l'avait battu et il s'est mis à pleurer. Comment a-t-il pu dire qu'il pensait que ça allait être une interview soft après ça? Je veux dire, c'était notre première interview, c'était dans la salle de cinéma. Il est assis là à répondre à mes questions le premier jour de nombreux jours de tournage, et vous me demandez s'il avait l'impression qu'il allait obtenir une interview en douceur? Globalement, Martin Bashir s'attachera surtout à filmer les excentricités et le côté décalé de Michael Jackson, n'hésitant pas à montrer un côté désinvolte, notamment dans certaines de ses remarques et de ses questions. Suivant Michael de manière épisodique durant 8 mois de tournage, il ne s'intéressera presque exclusivement qu'à le questionner sur des sujets racoleurs comme la chirurgie esthétique, sa passion pour les jouets et les parcs d'attractions, son rapport avec son père ou avec la sexualité. Il semblait évident au vu du documentaire que son objectif n'était pas de le questionner sur des sujets plus profonds comme son rapport à la musique ou à l'art en général, ou sa manière de travailler, car ces sujets ont été survolés dans la première partie avant de basculer petit à petit dans le sensationnalisme, installant progressivement une atmosphère de doute et de suspicion. Pas forcément en parlant à Michael Jackson, mais plutôt en voix off, là où rien ne pouvait être contrôlé. Pourtant, à aucun moment Michael n'a semblé se douter de quelque chose, car il se livra de manière naturelle, sans filtre, et sans se douter de la catastrophe qui allait arriver. Et c'est ainsi que durant un des entretiens entre les deux hommes, Michael Jackson apparut aux côtés de Gavin Arvizo, un jeune garçon en rémission d'un cancer et qui avait brièvement séjourné à Neverland en 2000 avec sa famille. Michael avait gardé quelques contacts avec les Arvizo en continuant de les aider, mais ne les avait plus revus depuis. Ils ont donc été recontactés à l'automne 2002 pour le tournage du documentaire à la demande de Martin Bashir, qui trouvait que l'histoire d'un jeune garçon en rémission d'un cancer et que Michael Jackson avait aidé serait un bon témoignage pour le film. Durant cet entretien, Martin Bashir aborda la visite du garçon avec sa famille 2 ans plus tôt et Gavin fit une révélation. Une nuit, je lui ai demandé si je pouvais dormir dans sa chambre. Il m'a donné l'autorisation.
Je lui ai dit « Michael, tu dors dans ton lit ». Lui disait « Non, non, tu dors dans le lit ». Finalement, j'ai dormi dans le lit. C'était fun cette nuit-là. J'ai dormi par terre. Prenez mon lit si vous voulez, dormez dedans, je dormirai par terre, il est à vous. Donnez toujours le meilleur aux invités. Comme pour lui, il allait dormir par terre et je lui ai dit « Non, tu prends mon lit et moi je dors par terre ». On apprendra plus tard que ce soir-là, Gavin avait dormi avec son frère dans le lit et Michael Jackson avait demandé à son ami et assistant Frank Cassio de rester avec eux dans la pièce cette nuit-là car il n'avait pas confiance envers la mère du garçon et qu'il ne voulait donc pas rester seul avec eux. Les enfants de Michael Jackson, Paris et Prince, alors âgés de 2 et 3 ans, avaient également dormi dans la chambre dans le même lit que Gavin et son frère. Mais au moment de la diffusion du documentaire, personne n'avait connaissance de ce fait et Bashir laissa croire que Michael et Gavin avaient partagé seuls la même chambre. Évidemment, cette séquence explosive qui allait être le point culminant d'un documentaire truffé de maladresse et d'erreurs de communication de la part de Michael Jackson allait être le plat principal d'un film qui allait durablement entacher sa carrière et qui aura des conséquences désastreuses. Après un ultime entretien au cours duquel les questions de Martin Bashir sur sa chirurgie esthétique commençaient visiblement à l'agacer, Michael Jackson sembla réaliser que le choix de ce journaliste pour le documentaire était peut-être finalement une erreur. D'autant plus quand Martin Bashir ne donna aucune suite aux demandes de visionnage des rushs de la part du staff de Michael. Uri Geller commençait lui aussi à réaliser que ce silence n'était pas bon signe, et d'après Jonathan Margolis, lui et son manager, Chippy Strong, tentèrent de prendre contact avec Martin Bashir après la fin du tournage. Uri et Chippy ont commencé à réaliser que cette introduction était une terrible erreur de jugement quand l'un des assistants de Michael a appelé de Californie pour demander le numéro de téléphone de Bashir. Ils ont réalisé le contenu explosif que Bashir avait enregistré et ils voulaient avoir une discussion avec lui. Mais évidemment, maintenant que Bashir avait obtenu ce qu'il voulait, il était aux abonnés absents. Il avait complètement disparu. D'après Martin Bashir, Michael Jackson aurait signé 2 contrats stipulant qu'il donnait les pleins pouvoirs à Granada Productions pour filmer et diffuser ce qu'il voulait. Un point visiblement contesté par l'équipe de Michael, dont son avocat Thomas Mesro. Ce qui est certain, c'est que bien que la catastrophe allait arriver, personne ne put empêcher la diffusion du documentaire qui s'annonçait comme retentissant, au point que Thomas Sneddon, le procureur qui avait poursuivi Michael Jackson 10 ans plus tôt, avait déclaré dans la presse la veille de la diffusion du documentaire qu'il allait voir si ce qui allait être dit dans le documentaire pourrait ouvrir la voie à de nouvelles poursuites judiciaires. Son porte-parole déclara « Nous regarderons l'émission avec intérêt ». Après la diffusion du documentaire qui fut, comme on pouvait s'y attendre, complètement désastreux pour l'image de Michael Jackson, ce dernier s'est dit trahi par Martin Bashir à travers un communiqué diffusé dans la presse. Martin Bashir m'a persuadé de lui faire confiance, que ce serait un portrait honnête et juste de ma vie, et m'a dit qu'il était l'homme qui avait changé la vie de Diana. Je suis surpris qu'un journaliste honnête compromette son intégrité en me trompant ainsi. Mais cette défense semblait bien dérisoire face au tollé provoqué par le documentaire. Les Arvizo, quant à eux, ont cherché dans un premier temps à fuir la presse et ont trouvé refuge auprès de Michael Jackson par l'intermédiaire de l'acteur Chris Tucker. C'est ainsi qu'ils séjourneront à plusieurs reprises à Neverland entre février et mars 2003, à l'abri des médias. Dans le même temps, les équipes de Michael Jackson décidèrent de contre-attaquer en tournant un documentaire de réfutation intitulé Michael Jackson Take 2 – The Footage You Were Never Meant to See, dans lequel on trouvera plusieurs interviews de proches de Michael ainsi que des images des coulisses du tournage de Martin Bashir, effectué notamment par le caméraman personnel de Michael, Hamid Mosley. Ce documentaire montre clairement qu'il y avait un gros décalage entre les sous-entendus de Martin Bashir dans le documentaire avec ce qu'il disait devant Michael Jackson durant les tournages, mettant en lumière un double langage de la part du journaliste. Diffusé le 23 février 2003 aux États-Unis et quelques jours plus tard dans le reste du monde, il permit de rééquilibrer quelque peu les discours négatifs de l'opinion publique envers Michael Jackson.
Dans le même temps, la famille Arvizo, auditionnée par les services de l'enfance après la diffusion du documentaire de Martin Bashir, répondirent aux inspecteurs que Michael Jackson n'avait jamais eu de comportement inapproprié. Mais quelques mois plus tard, le discours de la famille Arvizo changera et une plainte fut déposée à l'encontre de Michael Jackson, ce qui entraînera un procès en 2005, à la fin duquel il sera reconnu non coupable et acquitté de tous les chefs d'accusation. Je reviendrai en détail sur ce procès et sur le revirement de la famille Arvizo dans une prochaine vidéo. Mais ce qui est certain, c'est que Michael Jackson ressortit brisé de ce procès et qu'il précipita sa chute 4 ans plus tard. Jamais il ne se relèvera totalement de ce qu'il considérait comme une trahison, non seulement de la part de Martin Bashir et de la famille Arvizo, mais aussi de la part de Uri Geller avec qui il coupera totalement les ponts. Alors s'il fallait répondre au titre de la vidéo, Michael Jackson a-t-il été manipulé par Martin Bashir, tout comme la princesse Diana d'ailleurs? Je dirais qu'il est évident que Martin Bashir a tout tenté pour rencontrer Michael Jackson et que toutes les personnes à qui il s'est adressé pour obtenir cet entretien se sont senties gênées par quelque chose chez lui. Il est évident aussi que Martin Bashir a utilisé le même stratagème qu'avec la princesse Diana en utilisant des documents pour convaincre son interlocuteur. Et il est évident enfin que Martin Bashir n'avait pas du tout le même discours lorsqu'il était en face de Michael Jackson et lorsqu'il a ensuite fait le montage de son documentaire en l'orientant pour dépeindre un portrait peu reluisant et scandaleux de Michael, alors partiellement ruiné et affaibli psychologiquement. En somme, on peut dire que Martin Bashir a achevé un homme qui était à terre et à la merci de n'importe quelle personne mal intentionnée. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je remercie Sebka qui m'a beaucoup aidé à la préparer, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, ciao.